Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 7 des mésaventures de Jacques Seller dans son roman autobiographique De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, chapitre 7, la princesse aux pieds nus. J'entre dans Notre-Dame où il y a très peu de personnes et me dirige vers le chœur, où je traverse une banderole de protection barrant l'accès. Là, au sol, il y a une mosaïque représentant une rose, symbole de la Vierge. Je m'agenouille sur la rose et me mets à pleurer en hurlant de douleur et pensant à Massoud, au lion assassiné un an auparavant et dont c'était le jour anniversaire de sa mort. Mes cris, dans la souffrance que j'éprouvais à déverser toutes les larmes de mon corps sur la rose et donc à la Vierge, alertèrent un garde qui me fit sortir en me disant que c'était interdit de se trouver à l'endroit où j'étais. Au passage, je croise une jeune femme portant au cou un poisson, symbole du Christ, ce qui est beaucoup mieux que de porter une croix. Cette jeune femme me fit cadeau de son livre de prière et me dit qu'elle prierait pour moi. Lorsque je franchis le seuil de l'église, la pluie avait cessé et un rayon de lumière perce à travers les nuages, formant des flaques d'or et d'argent scintillantes sur cette mer grise. La paix après la tempête était de retour. Il était temps de remonter en taxi pour retourner à la gare. Je fis la connaissance du chauffeur qui me donna sa carte et s'appelait Ami. Au moment de descendre, il me propose, si mon train ne part pas de suite, de m'emmener faire un tour pour voir la mer, gratuitement. J'accepte et nous allons nous tremper les pieds dans la mer où je me mets à chanter la Liorana de Lhasa, quand les nuages face à moi à l'horizon changent de couleur comme en réponse à ma voix. Je finis tout de même par rentrer à la gare pour attendre mon train. Je suis à la cafétéria lorsque je fais la connaissance d'un vigile avec son chien qui me parle d'astrologie. Il est gentil et me fait penser à Humpty Dumpty, un œuf qui parle. Il m'indique un wagon dans lequel je peux m'installer pour une partie de la nuit. Puis ensuite, il m'installa dans la salle de repos du personnel et enfin, je me retrouvai sur la banquette arrière de sa voiture au plafond de laquelle était tendu le visage d'un Indien d'Amérique. Les trains ne repartent toujours pas et au petit matin, il m'embarque chez lui, mais je ne suis pas inquiète. Je suis en sécurité à cause du personnage de dessin animé sous la forme duquel l'entrevois. Arrivé chez lui, il y a des symboles dans la décoration, des choses désuètes et pas forcément du meilleur goût, que je reconnais et qui donc confirment de l'aspect magique de cette rencontre. Il m'indique son lit et nous dormons. Lorsque je me réveille, il n'est plus dans le lit. Je me lève et ne le trouve nulle part dans l'appartement. Finalement, je l'aperçois par la fenêtre de la salle de bain, dans une petite cour en dessous et où il semble très occupé à exécuter je ne sais quel rituel avec des rubans de couleur qu'il tient dans ses mains. Enfin, il revient et nous parlons de ce que je l'ai vu faire et il m'explique que ce sont comme des prières qu'il doit faire le matin à cause de l'énergie et que notre rencontre correspondait peut-être au fait qu'il était en mission et devait trouver une fille afin d'accomplir la prophétie. Comme à travers différentes questions auxquelles j'avais répondu durant la nuit, il s'avérait que j'étais peut-être cette fille, il voulut me baiser et je me laissais faire tout en participant aussi, histoire de voir si je pouvais prendre mon pied alors qu'il ne m'attirait pas. Il avait bien entendu l'idée de pouvoir ainsi profiter de son énergie et bénéficier de la sorte d'une protection magique à un moment où, comme me l'avait dit le colloque après m'avoir fait la prise qui avait provoqué une régression un an auparavant, où je m'étais vu tel un ange en mission, tu es l'espoir de la lumière alors que les forces du mal t'attendent et te guettent. Moi, ce que je voulais bien comprendre, c'est qu'il y avait des équipes afin d'accomplir la prophétie, que les choses sont bien faites et que tout ne repose pas sur un seul homme, qu'il y a forcément des solutions de rechange ou de repli. Avant de repartir, il me remit une petite fiole en plastique d'huile pour vélo et en m'expliquant qu'en cas de danger, il me suffirait d'appliquer l'huile sur chacun de mes poignets afin d'être protégé. Lorsque je reprends enfin le train pour rentrer, je suis seule dans un petit compartiment fumeur quand un homme s'installe sur la banquette en face. Il fume des Marlboro et cela attire mon attention à cause du rouge. Il me dit qu'il va à Lyon et me fait penser à un mec qui sortirait de prison tandis que je m'efforce de rester normale et de ne pas stresser. Enfin, je flippe même d'aller récupérer mes affaires chez le vieux, comme si on avait pu me kidnapper, ou peur de me retrouver seule face à lui, alors que je ne voulais pas faire son film.
En chemin, dans les rues d'Avignon, je m'arrête dans un magasin bio où je demande à la dame si elle n'a pas du lithium et elle m'explique que c'est interdit ici, mais me propose des feuilles de millepertuis et je lui prends aussi une paire de chaussettes douces comme un agneau. Comme je flippe, j'appelle un ami pour qu'il m'accompagne et m'attende pendant que j'irai chercher mes affaires. Finalement, tout se passe bien et je vais m'installer chez cet ami, environ 10 ans mon aîné. C'est un bon ami que j'avais rencontré en 2000 lorsque je jouais Mort sans sépulture de Sartre. Il est marrant et connaît pas mal de choses sur le plan ésotérique et vit en colocation avec un mec. Il est installé dans la chambre de son frère en fait et le coloc dans le salon. L'appart est en rez-de-chaussée sur une cour dont l'entrée donne sur la porte arrière d'une église, dont il manque la tête de l'enfant Jésus auprès de la Vierge, au-dessus du porche. Voilà, fin du chapitre 7. À bientôt pour la suite. Bonne journée.